sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Chers amis, chers camarades, déjà 18 ans que nous nous retrouvons dans ce lieu symbolique pour les paroles de résistance. L'idéal aurait été que nous n'ayons pas besoin d'organiser cet événement tant la société aurait été apaisée. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a déjà 17 ans, le magistrat Serge Portelli disait que nous étions dans une situation qu'il qualifiait d'état limite. Que nous étions dans une de ces zones incertaines de l'histoire, de celles que l'on regarde a posteriori avec d'infinis regrets ou d'immenses colères, en disant « c'était encore possible et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien fait ». Que dire aujourd'hui ? L'extrême droite et toutes ses ramifications relèvent la tête, ils défilent en toute impunité. Alors qu'ils étaient interdits dans les médias il n'y a pas si longtemps, ils ont maintenant leur ronde serviette sur les plateaux, dans les radios, sans que cela n'émeuve grand monde. Leurs propos sont désormais banalisés. On nous parle des extrêmes. Mais comment décemment mettre sur un même pied d'égalité des politiques qui d'un côté excluent, violentent, méprisent, avec d'autres qui prônent l'accueil, le partage, la liberté et l'égalité? Il faut que les puissants aient bien peur de perdre leurs privilèges pour en arriver là. Ils entendent alors le vieux slogan des années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Docilement, mais avec le mépris qui le caractérise, Emmanuel Macron applique sa politique libérale, s'attaquant une fois de plus à une des grandes victoires issues des conquis du Conseil national de la résistance, les retraites. Dans la 6e puissance économique mondiale, nous n'aurions plus les moyens de partir à la retraite à 62 ans, alors que les plus riches ont vu leur fortune croître de plusieurs dizaines de milliards d'euros et que chaque année, 100 milliards échappent au fisc. Heureusement, les mobilisations et mouvements sociaux sont encore bien vivants. La bagarre est menée avec persistance. Le pouvoir est fébrile face à une opinion publique qui vacille. Nous sommes à la fin d'un cycle, la fin de la parenthèse libérale. En France, comme dans pas mal de pays, les mots concurrence, compétitivité,
privatisation, flexibilité sont vues, et c'est tant mieux, comme des angoisses, alors que le pouvoir les vendait comme des solutions. La contestation gronde, et le pouvoir ne vient que grâce aux matraques des policiers ou à la criminalisation de la contestation sociale. Pour nous tous, il est temps de réfléchir et de préparer l'avenir pour envisager les vrais jours heureux. Alors ce matin, ici, contribuons à insuffler un air combatif et positif en écoutant des gens qui ont su relever la tête. Ça va ? Anthony Smith, responsable syndical au ministère du Travail, est inspecteur du travail sur le terrain depuis plus de 15 ans. Au début de la première vague de Covid-19, en mars 2020, il demande, dans le cadre de l'exercice de ses missions, des mesures de protection de la santé, dont la mise à disposition de masques, pour des salariés d'une association d'aide à domicile à Reims où il exerçait. Anthony subira de multiples pressions politiques, patronale et interne, pour qu'il arrête son action de contrôle. Il résiste et dépose le 15 avril 2020 un référé devant le tribunal judiciaire de Reims. Quelques heures plus tard, il sera suspendu de ses fonctions par Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail. 4 mois plus tard, il est sanctionné par Elisabeth Borne, devenue à son tour ministre du Travail. Muté d'office dans la Meuse pendant 2 ans, il contestera cette sanction devant le tribunal. Bénéficiant d'un large soutien de ses collègues, de la gauche sociale et politique ainsi que de l'opinion publique, Anthony verra cette dernière totalement annulée en octobre 2022. Il a réintégré son poste au 1er janvier 2023. De la réglementation du travail, alors qu'ils ne sont plus que 1750 dans le pays pour 20 millions de salariés et près de 2 millions d'entreprises. Vous parlez de ceux qu'on a historiquement appelés les voltigeurs de la République, dont la naissance est intrinsèquement liée à la question sociale, à la protection de la partie faible du contrat de travail, le salarié. C'est en effet dans une des premières lois du travail, celle du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels, qu'est décidée la création d'inspecteurs du travail chargés de veiller à l'application des quelques lois sociales alors en vigueur. Et dans cette longue histoire de l'inspection du travail, qui préexiste même à la création du ministère du Travail en 1906, il y a des périodes glorieuses et d'autres honteuses. Périodes glorieuses, comme celle où les inspecteurs et inspectrices veillèrent à la mise en œuvre dans les entreprises du conquis social de la journée de 8 heures, à partir de la loi d'avril 1919. Histoire heureuse de ces nouvelles générations d'inspecteurs, conscientes et agissantes qui, depuis le tournant du siècle, vont porter le combat pour la défense d'un code du travail protecteur des droits des plus faibles. On les retrouvera résistant aux volontés du ministère de l'Intérieur de se servir d'eux, eux qui disposent d'un droit d'entrée de jour comme de nuit dans toute entreprise où sont susceptibles d'être occupés des salariés, pour les utiliser aux opérations de chasse et de reconduite des étrangers sans titre aux frontières. C'est l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui viendra en appui aux inspecteurs et à leur organisation syndicale pour dénoncer les pratiques du gouvernement français comme contraires aux textes internationaux qui les régissent. On les retrouvera, ces inspectrices et ces inspecteurs, je suis ému de le dire ici, lorsque 1300 d'entre eux signeront une tribune publique de soutien pour dénoncer les sanctions disciplinaires dont j'ai fait l'objet. Mais il y eut aussi des périodes honteuses, je vous l'ai dit. L'inspection du travail est intimement liée à la question sociale, aux lois sociales, mais également aux lois antisociales. Comment Auglière ne pas évoquer le gouvernement de Vichy qui fera des inspecteurs du travail les dociles manœuvres de la politique de collaboration. Mais je n'ai pas envie de vous parler de l'inspection qui collabora. Je veux vous parler de celle qui résista, et parmi elles de Pierre Lamy. Né en 1909, il entre à l'école normale en 26 et enseigne ensuite. En 1937, Lamy passe le concours départemental d'inspecteur du travail organisé par le gouvernement du Front populaire. Il l'obtient,
choisit la Haute-Savoie. Il est affecté à Annecy, intègre son bataillon en 1939, reprend son poste après l'armistice, rejoint la résistance dès 1941. En avril 1942, le gouvernement Laval organise la politique dite de la relève, c'est-à-dire le départ volontaire d'ouvriers vers l'Allemagne en échange de la libération de prisonniers. Face à l'échec du volontariat, la réquisition des travailleurs se met en place, suivie du service du travail obligatoire. Les inspecteurs du travail sont chargés, en échange d'une prime, d'établir les listes de travailleurs. Pierre Lamy refuse, résiste de multiples façons dans les services de l'inspection et en dehors. D'autres ont mieux raconté que moi son histoire héroïque. Arrêté le 28 juin 1944, il sera exécuté le 18 juillet 1944 dans un bois au col de l'Échaud. Je viens de Reims et je vous dis cela car le bâtiment historique de l'inspection du travail à Reims, lorsque j'ai débuté dans le métier, était occupé depuis bien avant la guerre par l'inspection du travail. Et au grenier se trouvaient les archives de ces fameuses fiches du STO. Lorsque les services de l'inspection ont déménagé, je me suis battu avec mes collègues pour que ces fiches, ces rapports, ces instructions ne soient pas jetés à la poubelle. Nous avons obtenu que les archives départementales viennent pendant plusieurs mois les prélever et constituer un fonds qui ne demande plus qu'à être étudié à vie aux historiennes et aux historiens. C'est à Pierre Lamy, à cet esprit de résistance qui, je le sais, nous anime toutes et tous ici, que je pense aujourd'hui. Ma drôle d'histoire est sans commune mesure, mais elle est révélatrice de fonctionnement déviant de l'État qui interroge sur l'état de droit dans lequel nous nous trouvons. Gardez en tête, avant que je n'en dise deux mots, que les inspecteurs du travail bénéficient d'une large indépendance garantie par la Convention numéro 81 de l'Organisation internationale du travail de 1947, qui leur permet de diligenter leurs contrôles et leurs enquêtes dans les entreprises. Nous sommes mi-mars 2020 et le premier confinement fige la France. L'on découvre alors les invisibles de la République, ces essentiels que l'on appellera plus tard les premiers de corvée, livreurs des plateformes, chauffeurs de VTC, agents de sécurité, caissières, aides à domicile. À Reims, où j'exerce, ce sont justement les représentantes du personnel d'une association d'aide à domicile qui m'alertent sur leurs conditions de travail. Des salariés ou contractés Covid sont hospitalisés, des usagers de la structure en sont décédés. Les protections dont des masques manquent, l'organisation du travail est défaillante. J'enquête, du moins j'essaie, dans un contexte où le ministère du Travail est volontairement mis à l'arrêt sous la coupe du ministère de la Santé et des prescriptions des autorités sanitaires, où notre hiérarchie rend quasiment impossible la conduite de tout contrôle, où le droit et son application semblent chaque jour s'effacer devant les raisons de l'État. Je viens d'apprendre qu'à Lille, une collègue inspectrice du travail a réussi à obtenir d'un juge indépendant des mesures de protection de la santé des travailleurs dans une association d'aide à domicile. Je me dis que c'est le moyen pertinent et légal d'imposer à l'employeur des mesures qu'il ne prend pas. Nous sommes le week-end de Pâques 2020. Le 11 avril, je m'en souviens si bien. Je rédige l'assignation en référé tout en informant l'employeur de ma décision. Quelques heures plus tard, il est plus de 21h, je reçois un message de ma hiérarchie me convoquant à un entretien le 14 avril. L'objet de la convocation est sans équivoque. On y dénonce mes contrôles, dont celui dans cette structure d'aide à domicile, et on m'intime l'ordre de cesser mes interventions. Je suis sous pression, mais je garde en tête que je suis justement indépendant des pressions et des influences extérieures. Je découvre dans la foulée que ma hiérarchie, le préfet de département, le président du conseil départemental, ma direction localement, régionalement, et j'apprendrai plus tard le cabinet de Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, agissent pour tenter de m'empêcher de contrôler, allant jusqu'à écrire à l'employeur de ne pas répondre à mes sollicitations. Je décide de saisir par mail, par courrier circonstancié, les 13 et 14 avril 2020, le directeur général du travail, la plus haute autorité de l'inspection du travail en France, des pressions et des influences que je subis. Je comprends que deux options s'offrent à moi. Obéir, arrêter mon enquête et mes contrôles. Je suis comme tout le monde confiné avec ma famille. Il me suffit de regarder ailleurs, de fermer les yeux, de passer à autre chose. Mais je n'y arrive pas. Je sais que ce que je fais à ce moment-là est juste, que je ne demande que l'application du droit, que je suis un inspecteur du travail indépendant
des pressions et tentant d'agir pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Le 14 avril, ce sont mes N+1, c'est comme ça qu'on dit maintenant, +2, +3, +4, qui mènent l'entretien pour m'intimer l'ordre d'arrêter mes contrôles, me fixant un ultimatum écrit par mail envoyé le 14 avril au soir jusqu'au 15 avril à 15h. Le 15 avril à 16h, je vais déposer devant le tribunal judiciaire mon référé. Je rentre chez moi le soir et j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail. Je sais que le chemin est encore long, mais que la voie est la bonne. À 20h28, je reçois un SMS de ma directrice régionale de l'époque. « Monsieur Smith, vous êtes suspendu de vos fonctions à effet immédiat. » La suite, les 4 mois de suspension, les 2 ans de mutation en Meuse, la formidable mobilisation sociale, syndicale, politique autour de mon affaire qui aboutira à des reculs d'Elisabeth Borne, qui à un moment a remplacé Mme Pénicaud, vous vous en souvenez, au ministère du Travail. Tout cela est une autre histoire. L'important est d'en retenir la fin. Le 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy que j'avais saisi va annuler purement, simplement et totalement la sanction disciplinaire et va réaffirmer le principe d'indépendance des inspecteurs du travail en indiquant, je le cite, « Les inspecteurs étaient tenus de respecter les instructions de leur hiérarchie, sauf si, comme c'est le cas dans cette affaire, les instructions entravent l'organisation et la conduite de leur contrôle. » Quelques jours plus tard, invité à me rendre au siège de la direction du travail à Strasbourg, j'apprendrai que ni M. Dussopt, devenu ministre du Travail, ni Mme Borne, devenue Première ministre, n'ont décidé de faire appel de ce jugement du tribunal administratif qui deviendra définitif le 20 décembre 2022. Le 1er janvier 2023, je réintégrerai mon poste à l'inspection du travail, à Reims, avec mes collègues. Nous n'avons rien lâché, amis et camarades, et à la fin, nous avons gagné! Michèle Agnel est née en juin 1926 à Paris. Elle a 14 ans lors de l'armistice. Pour reprendre ses mots, c'était un jour de déshonneur, de honte, de douleur, de colère. Décidée à ne pas attendre pour que cela passe tout seul, elle déchirait des affiches, dessinait des V, des croix de Lorraine. Comme elle le dit elle-même, c'était puéril, ça ne servait qu'à passer un peu notre colère, à nous aider à supporter. Rapidement, elle a cherché à faire plus et se mit à recopier et distribuer des affiches et des tracts, dissimuler le temps du voyage dans ses livres de lycéenne. Sa famille hébergeait et fabriquait de faux papiers pour de jeunes prisonniers français évadés et des aviateurs alliés. Nous étions devenus une véritable entreprise de faussaires et chaque membre de la famille y prenait sa part, précise-t-elle. Michèle participait activement à la confection de ces documents, accompagnait ses garçons au photomaton et les guidait à travers le Paris occupé vers des passeurs qui prenaient le relais pour l'Espagne et les côtes de la Manche. Son petit frère, quant à lui, salissait les faux papiers pour essayer de les rendre le plus authentiques possible. Aujourd'hui, âgée de 97 ans, Michèle Agnel n'a pas pu être parmi nous, mais elle nous a envoyé un texte que Mireille va vous lire. Ah bah, elle est là. Tu veux la marche? Non, ça va. Oui. Tu veux la marche? Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, ça sert à ça. Ouais, mais là, je suis trop grande. Non, ça va pas. Bon. Donc, en fait, c'est Michèle Agnel qui parle par ma voix. Faut que je m'avance. Pour moi, la résistance a été une affaire de famille. Et c'est donc de la résistance de toute la famille que je vous parlerai ici. D'ailleurs, notre tante, sœur de papa, la seule de la famille à être au courant de nos activités clandestines, dit un jour à mon père : « Gérard, te rends-tu compte du danger que vous courez ?» Et notre père de répondre de sa voix calme et tranquille, mais qui n'admettait pas de réplique : « Mais si des gens comme nous ne le faisaient pas, qui donc le ferait ?» Nous connaissions en effet les risques encourus.
Et comment aurions-nous pu les ignorer? Juste en face de la fenêtre du salon, une énorme affiche couvrait le mur, rappelant à ceux qui auraient pu l'oublier: ceux qui aident ou hébergent des membres ou des parachutistes d'avions ennemis s'exposent à être punis des peines les plus sévères et, le cas échéant, de la peine de mort. Et c'est ainsi que chez nous, le 28 avril 1944, en rentrant du lycée, je me suis trouvé face à 3 miliciens français en civil et à des feldgendarmes allemands qui entouraient maman, mon frère, Jean Carbonnet, un des convoyeurs de nos hôtes, et les 2 aviateurs anglais que nous hébergions. La milice avait découvert où logeait Jean Carbonnet et recherchait le matériel de fabrication de fausses cartes, et ces sbires avaient trouvé en prime 2 Anglais. Notre père arriva très tard. D'un signe de tête, il nous fit signe qu'il avait bien vu le signal blanc que maman avait eu la présence d'esprit de mettre à la fenêtre, alors que les miliciens s'appropriaient ses bijoux. Pourquoi était-il monté? Nous ne le saurons jamais. Quelques minutes après lui, l'abbé Courcelles, un des membres de leur réseau, sonnait à la porte. Il avait appris que la milice était sur nos traces et il venait nous prévenir. C'était trop tard. Tous, nous fûmes embarqués dans ces horribles voitures noires de la Gestapo. Tous sauf mon frère, qu'ils avaient dû juger trop petit. Trop petit. Pourtant, avant de descendre, nous avions pu glisser dans son pantalon un carnet plus que compromettant, car il contenait la liste de tous nos contacts. Et la dernière image que nous avons eue avant que les voitures noires ne nous emmènent, ce fut lui, assis sur le trottoir, avec cette bombe sur le ventre, et dans les bras son vieil ours en peluche qu'il était allé chercher avant de descendre. Seul, il se réfugia chez des amis qui étaient notre relais téléphonique. Le soir même, le monsieur sortit pour téléphoner à tous nos contacts, mais hors de chez lui. Il rentra donc avec le carnet. Le lendemain, la milice venait les arrêter. Et mon frère, prétextant une fameuse colique, fit disparaître le carnet dans les toilettes. Il avait 12 ans et demi. Mon frère se retrouvait encore seul, mais il s'est débrouillé pour être hébergé chez des amis. Ce n'est que très tard dans la nuit, après un premier interrogatoire à la commandanture de Nogent, que nous fûmes tous conduits à Fresnes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Maman et moi nous retrouvâmes dans la même cellule. C'était absolument inespéré, une chance inouïe. Cette chance de ne jamais être séparés, nous l'avons gardée jusqu'à notre retour en France. Nous sommes partis pour Ravensbrück par le dernier train de la mort qui partit de Paris, et nous y arrivâmes le 21 août, en même temps que le train en provenance de Lyon, où se trouvaient les infirmières du Vercors. J'en ai connu quelques-unes, remarquables. Cette arrivée à Ravensbrück fut un véritable choc. Nous avons vu soudain des êtres humains qui ne ressemblaient en réalité à aucune espèce connue. Ces femmes, de véritables fantômes, cauchemardesques, efflanquées, en pyjama rayé, avec des yeux qui leur dévoraient le visage. Et cette odeur épouvantable. Germaine Tillon a dit « Cela permettait tout de suite de savoir que, pour eux déjà, que pour nous maintenant, tout était fini, que de cet abîme on ne ressortait pas. » Nous passâmes ensuite par Torgau, un commandant de Ravensbrück, où les conditions de vie étaient relativement moins pénibles, puis nous fûmes renvoyés à Ravensbrück et expédiés à Königsberg am Neumarkt. Là, ce fut l'enfer. En 3 mois, toutes les femmes étaient méconnaissables. Il n'y avait plus de place au réfire, pseudo-infirmerie. Et maman avait les orteils rongés par la vitaminose et ne pouvait plus marcher. Ses mains étaient envahies par la gale et une dysenterie chronique la tenaillait du matin au soir. Elle avait de très loin dépassé ce qu'on appelle maigreur. Et chaque soir, j'avais peur de ne pas la retrouver. Elle était parmi celles qui n'étaient plus aptes à travailler et pouvaient être renvoyées à Ravensbrück car les nazis ne payaient pas pour des êtres humains qui n'étaient pas rentables. Mais nous étions fin janvier.
Les Russes n'étaient plus loin. Le 2 février, les SS prirent la fuite en emmenant la plus grande partie de nos camarades, dont si peu sont revenus. Mais pas nous. Nous avons ainsi échappé au retour à Ravensbrück, ce qui signifie que nous avons échappé à l'incendie allumé par les SS pour détruire les traces de leurs abominations. Ensemble, nous avons été libérés par l'Armée rouge le 6 février 1945. Puis, pendant 4 mois, toujours ensemble, nous avons été soignés et dorlotés merveilleusement à l'hôpital de Rakowiecz en Pologne. Et enfin, nous avons été retrouvés par un officier français qui nous a emmenés au camp de transit français de Wesnia. Nous devions prendre le convoi qui allait nous rapatrier en France. C'était le 11 juin 1945, anniversaire de mes 19 ans. Et que peut-on désirer de mieux pour un anniversaire ? Après 12 jours de voyage à travers une Allemagne complètement dévastée, la Hollande puis la Belgique, nous passions enfin la frontière à Gemont le soir du 22 juin. Comment décrire ce moment tant attendu et enfin arrivé ? Et pourtant, à ce bonheur si difficile à exprimer de retrouver son pays, commence à se mêler une sourde angoisse. Qu'allions-nous trouver à notre arrivée ? Mais le lendemain au Lutetia, nous avions le bonheur de retrouver mon petit frère. Nous n'avons bien sûr jamais oublié ce que nous avons vécu dans ces camps, mais c'est pourtant dans cet antre infernal que nous avons rencontré les femmes les plus exceptionnelles et les plus admirables que nous ayons connues. Depuis notre retour, nous n'avions toujours pas de nouvelles de mon père. De son passage à Fresnes, nous ne savions rien. Il est parti vers l'Allemagne par le même convoi que nous le 15 août, direction Buchenwald. Ce n'est que fin août 1945 que nous apprîmes d'un jeune homme qui était son dernier compagnon de Chali et le dernier à l'avoir vu vivant, qu'à Buchenwald, il a vu partir les uns après les autres les 4 camarades avec qui il avait été arrêté, l'abbé Courcelles, le convoyeur et les 2 aviateurs. Le 5 mars 1945, il était très faible. Son admirable compagnon de Chali lui apportait une sardine, un vrai trésor dans un camp. Il avait dû l'échanger contre plusieurs rations de pain. « Non merci, je n'ai plus faim. Je ne veux plus rien, je n'en peux plus », a répondu papa en se retournant sur sa couche. Le lendemain matin, Gérard était toujours là, encore vivant, mais le soir, il avait disparu. Son copain l'a cherché partout, mais il ne l'a trouvé nulle part. Nous ne saurons jamais comment il est mort, et c'est peut-être mieux ainsi. Nous en garderons le souvenir de celui qui, dans son dernier message jeté par la lucarne du wagon qui l'emmenait à Weimar, écrivait « Je ne sais le sort qui nous attend. Je demande pardon à tous de toutes les peines que j'ai pu vous faire. Soyez gentils les uns pour les autres. Si Jean-Marie, le petit frère, venait à rester seul, je demande à Jean, mon frère, de s'occuper de lui et de faire le nécessaire pour régler les affaires. Adieu et bon courage. Je vous embrasse tous bien affectueusement. Vive la France, Gérard. » Et Michel Agnel termine par « Je terminerai par ces simples mots de Primo Levi. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. » Faut tout faire tout seul ici. Angélique Huguin nous arrive de la Meuse. À Bure, elle milite contre le projet CIGEO, Centre industriel de stockage géologique, qui vise à enfouir les déchets radioactifs de haute activité et à longue vie, ou à vie longue. Après perquisition, garde à vue, elle fait partie des militants mis en examen pour association de malfaiteurs. Je crois que j'en ai pas besoin, c'est bon.
Je suis fille de Verdun, qui n'aime pas la guerre. Je suis fille de la Meuse, qui n'aime pas le nucléaire. Je ne suis pas plus que vous. Je n'ai pas plus de courage que vous. Quand je me suis mise en lutte, je n'ai pas eu le choix. Ma vie m'avait amenée à cette évidence. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue et vitale, le sens de mon existence. Il m'a fallu vivre loin de Verdun pour comprendre à quel point je portais en moi sa lourde mémoire, sa terre meurtrie et ses croix alignées de ceux de 14. Les blanches pour les soldats français et les noirs pour les soldats allemands. C'est de là que je viens, de là que ma force me vient, de cette absurdité incommensurable qu'est la guerre qui se répète. À 20 ans et pendant 10 ans, aide-soignante, j'ai accompagné des gens dans leur fin de vie. Je leur ai tenu la main jusqu'à leur dernier souffle. Puis moi-même, à bout de souffle, broyée par un système hospitalier qui nous déshumanise, je perdais le sens de la vie. Alors j'ai déserté. J'ai quitté la Meuse. J'ai repris des études que je n'ai jamais finies, mon chemin ayant croisé le mouvement social de 2006. J'ai donc rencontré le militantisme. Et lui, je ne l'ai jamais quitté. Il est ma boussole, ce qui me tient en vie, ce qui m'épuise aussi. Finalement, j'ai décidé de rentrer dans mon village natal, auprès de ma famille en Meuse. J'aurais voulu réapprendre à fermer les yeux, ne plus voir tout ce qui me révolte, ne plus entendre l'urgence, mais c'était trop tard. Une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant d'ignorer. Et je n'ai pu éviter de voir, devant moi, la plus dévastatrice industrie de guerre, celle du nucléaire, qui voulait enfouir ces déchets là, en Meuse. À Bure, notre société dite civilisée compte cacher, à 500 mètres sous terre, sa méga poubelle atomique. Rien de moins que 99% de la radioactivité produite par la France depuis le début de l'ère nucléaire. Il y a 30 ans, des gens se sont mis en lutte contre ce projet qui vient seulement d'obtenir en 2022 sa déclaration d'utilité publique et d'être décrété opération d'intérêt national. Il n'en est encore qu'au stade de laboratoire, déjà démesuré et militarisé en pleine campagne. Une mainmise sur tout le territoire, sur les terres agricoles, sur les forêts et sur les esprits. Mais il n'y a toujours pas de déchets radioactifs à Bure, et il n'y en aura jamais, car nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. J'ai rejoint cette lutte en 2016 pour occuper le Bois-le-Jus et lui éviter d'être rasé. Le livre qui circulait et résonnait alors sous ces chênes centenaires était « Walden ou la vie dans les bois ». C'est dire l'incroyable intensité de nos vies dans cette forêt. J'ai grimpé plus d'une fois les 25 mètres pour me hisser jusqu'à la cabane du Grand Chêne, cet arbre que j'avais rencontré lors d'une balade et qui m'avait choisi. À cette époque, nous étions les chouettes hiboux de la ZAD de Bure. Nous faisions écho à nos camarades tritons de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous étions même en lien. Alors imaginez à quel point ces ponts d'est en ouest ont fait peur à l'État. La machine répressive s'est mise en route à Bure en 2017. Une enquête s'est ouverte. Elle a mené à une instruction pour association de malfaiteurs, organisation de manifestations non déclarées et pour tout un tas de faits liés à des sabotages et aux défenses des barricades. En juin 2018, lors d'une opération judiciaire de grande envergure, dont j'étais la cible numéro 1, après 57 heures de garde à vue, je suis mise en examen avec 4 autres de mes camarades, ceci assorti d'une interdiction de territoire, donc de me rendre à Bure, et de l'injonction de m'abstenir de rentrer en relation avec une dizaine de mes camarades, c'est-à-dire de ne plus les voir, ni leur parler, ni même leur écrire. Il s'agissait d'empêcher nos amitiés, de les rendre illégales à ce point qu'elles pouvaient nous mener en prison. Il s'agissait aussi de surveiller, pister, cartographier toute une lutte et surtout de faire peur.
La répression est un poison qui éloigne et paralyse. Certes, j'ai été déboussolée. J'ai dû reconfigurer ma vie, mes allées et venues, mais je suis restée debout. Et plus que jamais, j'ai résisté, en militant de plus belle, en tissant encore et toujours plus de liens avec les autres luttes contre le nucléaire, ses bombes, ses déchets et contre son monde. Certes, nous avons été sonnés, vraiment sonnés, mais capables de nous relever, même pas morts. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. En juin 2021, nous étions 7 malfaiteurs en procès et 500 devant le tribunal, venus en soutien faire sa fête à la répression avec joie, rage et paillettes. Nous avons patiemment construit une défense collective avec nos 8 avocates militantes. Nous avions décidé de lire une déclaration individuelle, puis de garder le silence pour ne pas participer davantage à cette mascarade imposée. Nous sommes le 1er juin 2021. Les voix chantantes et étincelantes de nos camarades à l'extérieur parviennent à nos oreilles et à nos cœurs dans cette grande enceinte du tribunal. Je me tiens droite et solide à la barre, fixant du regard mes juges, je fais porter grave et fort ma voix pour leur adresser ce texte dont je vous livre ici un extrait. C'est dans une forêt que j'écris ces quelques lignes. Cette forêt verdunoise qui a été meurtrie par la folie de quelques humains il y a un siècle. Dehors, sur cette place Saint-Pierre, c'est une autre forêt, d'un autre bois que vous entendez, et qui a poussé comme jamais ces dernières années. Tels des arbres, nous sommes reliés et nous tenons debout. Ensemble, face à la répression politique, policière et judiciaire. Il faut dire que nous sommes portés par une autre forêt dont nous avons approché, ressenti la puissance de vie. Et nous l'avons protégée par nos corps, par nos mots, nos cris, par nos amitiés. Nous y avons été poursuivis, blessés, chassés, interdites. Mais rien n'y fait. Elle vit toujours en nous, nous y sommes intimement liés. Et vous nous voyez, là, face à vous ou sous ces fenêtres, continuant de la défendre envers et contre tout. Peut-être, et je dis bien peut-être, n'entendez-vous rien à mon propos dans ces circonstances. Permettez-moi, en toute modestie, d'aider à la manifestation de notre vérité en citant Élisée Reclus, scientifique et poète, géographe libertaire. L'homme vraiment civilisé doit comprendre qu'en son intérêt propre se confond avec l'intérêt de tous et celui de la nature elle-même. Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit. Et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. La nature qui se défend, c'est bien de cette vérité précieuse dont il s'agit de parler pour qu'elle se manifeste à votre tribunal durant ces 3 jours. Car aujourd'hui, la folie humaine vient encore frapper une forêt de Meuse. Le bois le jus, en le rasant d'abord. Mais ce n'est pas tout. L'insensée sournoiserie humaine veut ensuite y enfouir dans ses tréfonds les pires déchets toxiques de notre prétendue modernité. Comment l'humain ose prétendre ainsi creuser le ventre de la terre pour y dissimuler un poison mortel et quasi éternel à sa propre échelle de temps? Cette terre que tant de peuples considèrent comme une mère. Depuis que mes pas d'enfant ont couru dans un cimetière militaire et que mon esprit d'enfant en a compris l'infâme horreur et injustice, je porte en moi l'absolue nécessité de me battre contre l'absurdité humaine dévastatrice. Et le nucléaire, militaire comme civil, en est l'une des pires expressions. Ainsi Dieu,
Il n'est synonyme que de graves contaminations, de graves maladies, de terreur, de mort, de guerre, de domination, de destruction. Il est l'antithèse de la démocratie. Et voilà que, ne sachant que faire de ces excréments hautement polluants, après l'aberration de les avoir jetés en mer, il voudrait les plonger dans les entrailles de la terre, sous nos pieds, sous vos pieds. Alors oui, tant qu'il ne cessera pas d'exister, je lutterai contre lui de 1000 manières, contre ses 1000 visages. Inspiré par les arbres, je me tiendrai debout et je résisterai par mon corps, mes mots, par mes actes. Et je continuerai à communiquer, à rentrer en relation avec les belles personnes qui lui résistent. Et je continuerai à écrire et prendre la parole haut et fort pour le dénoncer. Et je continuerai à être solidaire de mes camarades et du grand peuple des arbres. Je continuerai à défier le nucléaire, Cigéo et leur monde. Face à leur obscure et violente puissance, aucune peine ne saura faire taire ma révolte et briser mes irradieuses amitiés. Voilà la manifestation de ma vérité, et il ne peut y en avoir d'autre. C'est pourquoi, à présent, je garderai le silence devant vous. Merci. Georges Ibrahim Abdallah est libanais. Il a combattu l'occupation de son pays par Israël en 1978. Il est aussi militant engagé pour la cause palestinienne. En 1984, il a été arrêté en France, jugé et condamné pour complicité d'homicide volontaire. Incarcéré, il est pourtant libérable depuis 1999. Il purge aujourd'hui sa 39e année de détention, ce qui fait de lui un des plus anciens prisonniers d'Europe. Toutes ses demandes de libération ont été rejetées, de même pour ses demandes d'expulsion vers le Liban qui est pourtant prêt à l'accueillir. Un simple document signé du ministère de l'Intérieur suffirait, mais le gouvernement français s'y refuse. C'est Nicolas Méry, membre du comité de soutien à Georges, qui va maintenant prendre la parole. Chers amis, chers camarades, partager avec vous l'enthousiasme inhérent à votre rassemblement sur ce plateau d'Aiglières est plus que vivifiant. Surtout quand on est derrière les abominables murs depuis quelques décennies. Les représentants officiels de la bourgeoisie impérialiste de ce pays viennent rituellement se pavaner devant telle ou telle nécropole de la résistance. Tout un cérémonial en grande pompe destiné avant toute chose non pas à rendre hommage aux maquisards, mais plutôt à enterrer dans un passé lointain afin de les conjurer toutes les valeurs de solidarité, de fraternité, de justice et de liberté qu'incarnent ces maquisards. Ces maquisards, ces résistants, ces résistantes, qui ont sauvé l'honneur de ce pays dans les heures les plus sombres, quand la bourgeoisie, dans sa grande majorité, a sombré dans le pétinisme et les crimes qui lui sont intimement liés, sont loin d'être des reliques fantasmées d'un passé révolu. Dans la diversité de leur engagement, dans la diversité de leur origine, ces hommes et ces femmes, dans les divers maquis du pays et dans les diverses structures de la résistance dans toutes les villes, sont d'une actualité tout autre que secondaire à l'échelle globale du système capitaliste mondial. Ces hommes et ces femmes ont su découvrir dans la praxis de la lutte contre les forces d'occupation nazies et leurs supplétistes pétinistes que c'est ensemble, et ce n'est qu'ensemble, qu'ils vaincront.
Par ces temps de crise pluridimensionnelle, de mobilisation et de grandes luttes, de guerres impérialistes et inter-impérialistes, dévastation et autres catastrophes environnementales en vue, le protagoniste de l'agir anticapitaliste dans ce pays est plus que jamais appelé à fortifier toujours plus la dynamique globale de la solidarité internationale dans le cheminement de la constitution du bloc social historique en tant que véritable sujet politique en vue d'en finir avec le système capitaliste moribond dans sa phase de putréfaction avancée. Chers amis, chers camarades, quand vous voyez que la soldatesque sioniste et ses hordes de colons sous les ordres des suprémacistes au pouvoir se livrent tous les jours aux pires atrocités partout en Palestine. Tous les jours, des jeunes et des moins jeunes tombent en martyrs. L'expropriation de la terre et la démolition des maisons sont sans cesse généralisées. En fait, cette politique ne s'est jamais arrêtée. Elle ralentit parfois et parfois elle s'accélère. Elle ne s'arrêtera qu'avec la dissolution de cette entité qui est en réalité n'est qu'un prolongement organique de l'impérialisme occidental et dont le processus de fascisation ces derniers temps s'est accéléré plus que jamais. Camarades et amis, de derrière les abominables murs, Ahmed Sadat, ainsi que les milliers de camarades embastillés dans les geôles sionistes, vous transmettent leurs salutations révolutionnaires et attirent votre attention sur ce qui se passe en Palestine avec l'arrivée au pouvoir des fascistes suprémacistes. Ceci dit, camarades, les masses populaires palestiniennes, engagées aujourd'hui dans cette intifada populaire d'un type particulier, peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation et votre solidarité. Vous faites honneur à votre pays d'être aux côtés des masses populaires victimes de crimes contre l'humanité, d'apartheid et de persécution. Vous faites honneur à votre pays de participer à la lutte contre toute forme de purification ethnique et d'être aux côtés des familles palestiniennes à Jérusalem menacées ces jours-ci d'être chassées de leurs maisons pour être remplacées par des colons suprémacistes. Vous faites honneur à votre pays de ne pas oublier le criminel blocus de Gaza qui dure sans discontinuité depuis 2007. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes, dans les cellules et ainsi que dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de notre camarade Walid Daka. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires mobilisés dans ce pays. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leur expression. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous et toutes, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations. Votre camarade Georges Abdallah. Sophie Gigot est philosophe, spécialiste des questions migratoires et fondatrice du collectif Migration 59. Depuis plusieurs années, dans le cadre du programme de sa classe préparatoire littéraire à Valenciennes, elle emmène ses étudiants à Calais pour aborder les questions d'exil et de citoyenneté.
Cette année, cependant, par mesure de sécurité, ce déplacement a été annulé par le rectorat car il a déclenché une vague de violence de l'extrême droite, le qualifiant d'endoctrinement au service du grand remplacement. Harcèlement, intimidation, cette violence est même allée jusqu'aux menaces de mort envers l'enseignante. Ces attaques présentent une sérieuse menace sur la liberté d'enseigner. Bonjour à tous. J'ai grandi en Lorraine, en Moselle, dans une région où la notion de frontière est poreuse, plus labile que sur d'autres territoires. On pourrait se dire que justement, c'est aux frontières que s'affirme le nationalisme le plus pur, en particulier celle-là, objet dramatisé, sacralisé, objet de deuil, de revanche, de guerre. Rappelons-nous le slogan martelé « Il faut retrouver l'Alsace et la Moselle ». Mais c'est tout le contraire. C'est aux frontières qu'on apprend que les hommes sont tous les mêmes, que les cultures et les langues s'hybrident, que les appartenances nationales résultent d'un jeu de bingo politique. La résistance avec un R majuscule, je l'ai découverte sur les bancs de l'école, comme beaucoup d'entre nous. C'est l'une des parties grandioses de notre histoire, héroïque. C'est du moins ce que je me disais en suivant les cours d'histoire-géographie. Et j'appartiens à une génération qui a connu les survivants qui ont fait la guerre, qui l'ont subie, qui ont résisté. C'est l'une des questions que j'ai posées à mon grand-père. Mon grand-père n'a pas été résistant. J'étais un peu déçue. Toutefois, il avait été enrôlé au STO dans une usine allemande et une nuit, il s'en est évadé à vélo jusqu'au petit village frontalier de Reyerswiller, un village au pied des forêts épaisses de conifères, là où la terre est rouge. Il a trouvé refuge dans une maison, on l'a caché au sous-sol jusqu'à la libération, et là, il a épousé la jeune fille de la maison, Marie, qui est devenue ma grand-mère. Une histoire ordinaire pour l'époque. Comment hérite-t-on de ce passé mythique ? Avec mon regard de philosophe, je me suis fait plusieurs réflexions. Je les pose ici pour en venir ensuite à mon propre engagement et à la manière dont je peux le penser comme une forme de résistance. D'abord, je me suis demandé comment on devient résistant. Je ne veux pas dire dans quelles conditions historiques, pour quelles motivations, etc., mais quels sont les distributeurs de légitimité d'une époque, d'une société qui adoube les résistants, qui décide que tel ou tel mouvement, telle ou telle personne peuvent être qualifiés de résistants plutôt que de terroristes, de casseurs, de black blocs, etc. C'est la question de la légitimité de l'action résistance et je vois bien que si nous sommes réunis tous ici, dans des journées comme celle-ci, c'est bien pour concurrencer des autorités suspectes en matière de distribution de la légitimité. Ensuite, je pense que la légitimité est une affaire d'échelle. Je me suis même demandé si parfois l'héroïsation des résistants n'était pas une stratégie du pouvoir pour écraser les velléités de résistance. Parce qu'à trop mythifier les figures de résistants, on les éloigne de nous. On s'interdit d'en faire partie, ce serait présomptueux d'oser affirmer qu'on est un résistant ou une résistante. Et tous ceux qui se livrent à cet exercice sur le plateau des Glières le savent bien. Il y a un embarras à se dire résistant, à se comparer à ceux qui ont lutté ici au péril de leur vie dans les années 40. Et je crois fermement qu'il faut lever cet embarras et assumer cette filiation, cet héritage, ne pas se laisser écraser par l'héroïsation. La résistance, mais c'est une pratique ordinaire et c'est bien cela qui effraie les gouvernants. Exceptionnaliser la résistance, c'est l'affaiblir. Elle est d'autant plus forte qu'elle est banale, quotidienne, parfois anonyme, une forme de mobilisation discrète. La petite échelle, donc, qui est celle des petits pas du quotidien. La petite échelle aussi, qui est celle du local. Nous avons souvent le sentiment d'être impuissants en matière politique, que les leviers nous échappent, que les choses se jouent à l'échelle nationale, européenne, mondiale. Et cela nous fait oublier que le ressort fondamental de la politique, c'est l'action citoyenne. Celle-ci ne se borne pas au vote, elle inclut diverses formes d'action,
diverses formes de résistance. Quand des politiques ne sont pas menées en notre nom, quand nous nous sentons exilés au sein de nos propres États, nous pouvons basculer dans une opposition active, la résistance. Certes, les gouvernants ont le pouvoir, mais nous, citoyens, nous avons la puissance. Il ne faut pas minimiser cette puissance d'action. Elle méprise la rhétorique politique de l'état d'urgence qui autorise tout, parce qu'elle se déploie dans une temporalité longue, une stratégie d'usure, de sape. Nous ne sommes pas soumis à des échéances électorales. Nous avons le temps. Nous sommes des puissances d'érosion du pouvoir. Je voudrais défendre une vision anti-héroïque de la résistance, des résistances minuscules. J'ai été biberonnée à la lecture de Robert Musil, qui a lui-même dû s'exiler en Suisse face au fascisme, et qui disait ceci à propos de l'esprit du grimpeur qui veut atteindre les sommets. Le pied le plus sûr est toujours le plus bas. Je crois qu'il ne faut pas craindre l'humilité, pas craindre d'officier au bas de l'échelle, dans les limbes du pouvoir, pas craindre non plus de porter des coups bas. Cette dernière leçon, c'est une leçon du féminisme. Quand les suffragettes choisissaient le jujitsu plutôt que le noble art de la boxe pour une autodéfense plus efficace, nous sommes les petites mains d'en bas qui résistent avec leurs petits moyens, et si la vulgarité de notre militance irrite les grands esprits, eh bien qu'à cela ne tienne. Je suis entrée en résistance par hasard et par nécessité, le hasard qui m'a mutée dans le Nord-Pas-de-Calais, comme beaucoup de jeunes fonctionnaires, à une autre frontière, le hasard qui a fait que pendant 7 ans, j'ai pris la ligne de TER Lille-Calais pour aller enseigner à Saint-Omer. C'est là que j'ai vu s'incarner ce qu'on appelle abstraitement le phénomène migratoire, non pas des hordes de migrants aux visages inquiétants, ça, jamais. Quelques dizaines d'exilés à bord des trains, repérables à leurs chaussures crottées de la boue des camps, jusqu'à ce qu'un jeune Érythréen, Kibrom, me tende un paquet de chips au fond d'un hall de gare obscur à Hasbrouck. Chez moi, en Lorraine, Hasbrouck, c'est le nom qu'on utilise pour dire Pétaouchnok. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait réellement une commune qui s'appelait Hasbrouck. Jusqu'à ce qu'on m'invite dans la jungle de Calais, puis celle de Nord-en-Fonte. J'ai fait ce que ma mère m'a toujours appris, ne pas détourner le regard. Ma mère qui m'a transmis son habitus de travailleur social, cette idée qu'il ne faut pas être déconnecté du réel, qu'il ne faut pas ignorer la misère, la souffrance, mais au contraire, qu'on a le devoir de l'accueillir, les yeux dans les yeux, question de dignité. En philosophe, percuté par la réalité de la condition migrante, j'ai écrit un livre, puis 2, puis 3, consacrés aux questions migratoires. L'écriture, ça peut être une forme de résistance, mais celle-là ne m'a pas suffi face à l'immédiateté de la situation des exilés à Calais. Il y a eu ce matin de novembre, il avait neigé tôt cette année-là, 2017, le coup de fil d'Abi, jeune migrant éthiopien, expliquant que la police a raflé toutes les tentes, toutes les couvertures. Abi qui me dit qu'il va marcher toute la nuit pour ne pas mourir de froid. Et moi, le lendemain matin, qui roule vers Calais pour aller le récupérer. Et nous, qui l'invitons à venir prendre un peu de répit à la maison. Je dis nous, et c'est important parce que la résistance ne peut être que collective. Nous, c'est d'abord ma famille, happée par le réel, par la nécessité. Au bout d'une semaine, ils étaient 5 à camper dans le salon. Puis on a demandé à nos amis s'ils pouvaient accueillir leurs amis. Et de fil en aiguille, nous avons créé le collectif Migration 59, collectif de résistance citoyenne qui offre un accueil de répit aux exilés en transit, bloqués à la frontière. Face à la violence d'État inouïe qui règne à Calais, nous avons cherché un moyen de résister non violent, solidaire et constructif. Un mode de résistance qui ne soit pas seulement négatif et réactif, mais qui dessine aussi, modestement, les lignes de la société cosmopolite et plus juste à laquelle nous rêvons. Notre slogan est devenu « Accueillir, c'est résister ». Résister en ouvrant sa porte, en offrant de la chaleur humaine, de la considération, un toit. Et je réalise aujourd'hui combien j'hérite, non pas de l'évasion somme toute assez héroïque de mon grand-père, mais de l'action anonyme et discrète de cette grand-mère que je n'ai jamais connue. Elle aussi a su accueillir, dans la clandestinité même, celui qui cherchait refuge.
Aujourd'hui, notre maison est devenue le refuge de centaines d'exilés fuyant l'oppression en Érythrée, les massacres en Éthiopie, la guerre du Darfour et du Kordofan du Sud. Quand les exilés viennent chercher du répit auprès de Migration, ils disent qu'ils viennent pour les families. La pratique d'hospitalité que nous avons développée relève pour eux d'une construction familiale, de ce rêve d'une fraternité élargie, d'une famille universelle. C'est aussi une pratique intéressante dans un contexte où la violence d'État cible particulièrement les militants et tous les partisans de l'égalité et de la justice sociale. Parce que cette pratique déplace le terrain de lutte de l'espace public, l'agora, traditionnellement réservée aux seuls hommes libres dans le monde grec, à la domos, la sphère domestique, privée, espace dévolu aux femmes. Avec Migration, le privé devient politique, en écho au fameux slogan féministe des années 70. Les tâches subalternes dédiées aux femmes, préparer une chambre, cuisiner, deviennent des gestes politiques, des actes de résistance lorsqu'ils s'adressent à des migrants clandestins, un pied de nez aux politiques de fermeture et du zéro migrant. Alors certes, nos résistances sont minuscules et on peut regretter leur caractère dérisoire. Mais je pense que c'est justement la bonne échelle, parce que les gouvernants ne peuvent, pour l'instant, rien faire contre ces actions minuscules qui se déploient selon une logique de l'essaim, partout sur le territoire, dans le Nord, le Pas-de-Calais, chez nos voisins belges, à Paris, à Nantes, dans la Roya, à Bayonne. La liste est tellement longue. Absolument partout, des citoyens accueillent. Ils font ce que les politiques pensent impossible. Ils vivent ensemble avec des étrangers. Ils réalisent ce que les politiques n'osent même pas imaginer. Ils rendent l'utopie ordinaire. Certes, nos résistances sont humbles et discrètes, mais pas tant que ça, puisqu'il suffit d'une visite d'études organisée à Calais par un professeur avec ses étudiants d'Hippocagne pour que les militants de Reconquête se déchaînent, pour que la fachosphère s'embrase. Force est de constater que notre seule présence a la puissance d'être insupportable pour les fascistes. On peut au moins se targuer de cela. Et ce que j'ai compris quand le flot de haine m'est tombé dessus en novembre dernier, c'est combien ils ont peur. L'essence du fascisme, je crois que c'est cela, la peur. Donc il faut nous rappeler de quel côté est la peur. Ce n'est pas à nous de vivre dans la crainte, ce sont eux qui ont peur de nous, de nos idées, de nos actions, de nos modes de vie, de la société que nous incarnons déjà. Parce que certes, nous sommes infimes, mais imaginez ce que serait le monde sans nous, sans ces innombrables acteurs de la société civile, engagés dans les luttes sociales, dans l'autodéfense des plus vulnérables, dans les luttes écologiques, etc., etc. En tant que philosophe et professeur de philosophie, je comprends à quel point je suis à la bonne place, à quel point mon simple métier d'enseignante est crucial lorsqu'il s'agit de défendre la vérité contre les attaques et les renversements permanents des fascistes. Ils craignent les savoirs, ils craignent les faits qui fragilisent leurs opinions fallacieuses. Amener des étudiants sur le terrain de la frontière a mis le feu aux poudres, parce que le fascisme se nourrit du mythe et qu'il ne supporte pas la confrontation avec le réel. Je conclurai ainsi en disant que pour moi, la résistance, c'est d'abord cela, avoir le sens des réalités, aller sur le terrain, ne pas fermer les yeux, bref, être du côté du réel. Merci. Les Mapuches sont originaires du sud du Chili et de l'Argentine. On pourrait traduire leur nom par « gens de la terre ». Et justement, ce peuple autochtone voit son territoire peu à peu grignoté par les projets de barrages hydroélectriques. S'opposant au gouvernement, ils sont aujourd'hui douloureusement réprimés. Les Koyan Wilkaman est porteur de cette communauté et va nous raconter ce combat.
Mari Poulamien, Mari Poupegni, Mari Compuché. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être là dans ces hauts lieux de la résistance parce que mon peuple, mes ancêtres, représentent cette résistance des siècles. Depuis l'arrivée du colonialisme, depuis l'arrivée de la suprématie de l'homme blanc, qui nous a nié la condition des humains pendant 60 ans, depuis l'arrivée des colons au continent, depuis qu'il nous a voulu convertir en esclaves, parce que le colonialisme y a introduit cette vision d'une économie extractiviste. Le colonialisme nous a amené la différence des classes, l'exploitation, une vision totalement déshumanisée. Nos peuples du continent, on a une vision de que tout que nous sommes fait partie de nous tous. On a une vision horizontale. On n'est ni meilleur ni pire. On est composant d'un même système. C'est ce que les Mapuches nous appelons les hydrophiles monguènes. Cette lutte pour vivre libre ou mourir, comme disaient les partisans qui ont tombé ici, comme disait Tom Morel, et s'ils sont tombés dans ce plateau de Glières, les Mapuches aussi sont tombés pendant des siècles pour cette liberté. Ils sont morts en luttant pour cette liberté. Un hommage à tous ces combattants, à tous ceux qui ont offert leur vie pour cette liberté. Et quand j'écoutais tout à l'heure les chants des partisans et des partisanos, je me permettrai cette fois aussi chanter brièvement une chanson en hommage à tous ceux qui sont morts pour la liberté. Je pense à mon père, José María Wilcamán Guayaquil. Je pense à Leftraro, à Pelantaro, les grands leaders de la liberté mapuche. Je pense à Salvador Allende et à tous ceux qui sont tombés aussi pour la liberté il y a 50 ans au Chili. Je pense à mes amis qui jusqu'aujourd'hui sont disparus, à ces jeunes de 20 ans, la même âge qu'avaient la plupart des combattants, des résistants du plateau de Glières. Moi aussi j'avais 20 ans à l'époque. Et mes amis, je vais les nommer à Israël Garcia Pogoto, à Rudy Cárcamo, à Joel Guayquimir, à Ariel Mancilla, disparu jusqu'aujourd'hui, atrocement torturé avant de mourir. Et je voulais juste aussi dire que ce drapeau-là, c'est le drapeau de la résistance. En octobre 2019, le peuple chilien se révolte et il a hissé ce drapeau comme un symbole de la résistance. Des millions de Chiliens sont explosés, ils ont occupé les rues de tout le pays et ont envoyé ce drapeau. C'est le drapeau mapuche comme un symbole de la résistance. Je vais dire aussi que c'est cette manta que vous voyez que je porte, l'a porté mon père.
Et c'était aussi un symbole de la résistance. Oulé chantou, coup de jaloux, piñe niega, calpulican, Oulé chantou, coup de jaloux, piñe niega, calpulican, C'était... Marichueu! Siempre vencedores! Marichueu! Marichueu! Marichiweo, ça veut dire 10 fois nous vaincrons. Et c'était les cris, et ça a toujours été les cris, disons, de combat de la résistance mapuche. Une fois que j'ai chanté un hommage à ces combattants de la liberté, à ces peuples, je pense aussi à tous ces peuples qui, leur territoire était occupé, à tous ces peuples qui sont dépossédés de ces cultures et qu'on a voulu les anéantir et les faire disparaître. Le peuple mapuche, qui ça veut dire gens de la terre, dont l'essence de la vie, c'est l'hydrophile mongaine, donc vivre en harmonie, vivre en liberté, vivre avec tout le monde en paix, pas seulement les humains, tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, les Mapuches, pour aller chercher de l'eau, demandent la permission à un être spirituel. Pour couper un arbre, on demande la permission à un autre être spirituel qui représente la forêt. Et ainsi de suite. Parce qu'on a une vision de que nous, on n'est pas supérieurs aux autres. On est tous du même importance pour vivre en paix, pour vivre en harmonie. Cette vision a été persécutée. Cette vision, jusqu'aujourd'hui, fait que des Mapuches sont en prison. Des dizaines ont été assassinés de jeunes ces dernières années pour défendre ce principe, la nature et l'avenir, pas seulement des Mapuches, l'avenir de l'humanité. C'est pour cela que aujourd'hui aussi je les rends hommage à ceux qui sont en prison en ce moment. Et juste dire, parce qu'il me reste une minute, que j'étais aussi en prison en septembre de 1973. Et je ne savais pas que pendant ces 6 mois, je ne savais pas si le lendemain, je pourrais survivre à la torture. Et donc, je ne savais pas si la mort m'attendait le lendemain. J'étais dans un camp de concentration de l'île Kirikina, un camp de concentration de la dictature. Je pense à tous ceux qui sont déjà partis et qui sont dans le Wenumapu. Wenumapu, c'est le monde supérieur où vont quand on va mourir, depuis la croyance mapuche. J'avais écrit des feuilles pour un discours, mais j'ai préféré improviser parce que Merci. Chalto. Je vais juste finir avec ces mots d'espoir, de victoire, parce que l'espèce humaine et nous tous, et pas seulement l'espèce humaine, tout ce qui nous entoure, a le droit de continuer à vivre
en paix, en harmonie. Alors, encore une fois, 10 fois nous vaincrons. Marishiweo! 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 Shaltumai. Paul François est agriculteur céréalier en Charente. En 2004, il est victime d'une grave intoxication au lasso, un herbicide commercialisé par Monsanto et interdit dans de nombreux pays depuis plusieurs années. Il en garde encore aujourd'hui de graves séquelles, sévères et irréversibles. En 2006, il décide de porter plainte et d'attaquer la firme. Un long et difficile combat judiciaire qui durera plus de 12 ans, mais qui sera finalement gagnant. En janvier 2023, il est très violemment agressé par des hommes cagoulés. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de m'avoir invité. Je suis assez honoré d'être dans un haut lieu de la résistance. Je pense à mes deux grands-pères qui ont fait la guerre de 14. Un n'y a pas survécu et l'autre à la Deuxième Guerre s'était engagé dans la résistance. Seulement, qui suis-je pour être là? Même s'il est vrai que combattre une firme comme Monsanto, c'est s'attaquer à un système auquel on a cru. Je ne renie pas mes origines, je suis un agriculteur, ce qu'on appelle grande culture céréalière. On n'était pas toujours très bien vu, exploitation importante, avec de l'irrigation, pesticides à tout va, dans les années folles de la chimie des années 90. Il a fallu une intoxication aiguë lors d'une manipulation d'un de ces produits pour que je comprenne que ceux qui se disaient nos collaborateurs, ceux qui allaient nous aider à nourrir la planète, étaient là tout simplement pour s'enrichir, nous empoisonner, nous, agriculteurs, mais aussi nos enfants, nos familles, et au-delà de nous, nous tous citoyens. Mais après tout, pourquoi venir ici? Il a fallu que j'entende désobéissance citoyenne pour me dire que les résistants, il y a 80 ans, ont réagi comme j'ai pu réagir avec d'autres. Excusez-moi. C'est des que je comprenne que ces résistants avaient fait comme nous, parce que je n'étais pas seul dans mon combat, que la désobéissance citoyenne, civile, elle est importante. Si ces résistants s'étaient pas battus et n'avaient pas écouté le gouvernement de Vichy, qui serions-nous aujourd'hui? Ils se sont battus contre un État qui leur disait que le fascisme était la solution et le racisme. On se bat aujourd'hui pour dire que les pesticides sont un vrai poison. D'ailleurs, derrière ces firmes, nous retrouvons à peu près les mêmes citoyens. Quand l'État dit le contraire, c'est-à-dire quand l'État de Vichy demandait aux citoyens d'obéir aux Allemands, ou plus exactement aux nazis, ne confondons pas tout, l'État aujourd'hui nous demande de croire à ces industriels qui vont sauver la planète, nous nourrir, alors que c'est faux. Au quotidien, et je peux le confirmer dans mon métier, au quotidien, ils ne font qu'appauvrir nos sols, appauvrir les paysans et appauvrir notre nourriture, cette nourriture qui doit vous nourrir tous les jours.
Alors, dans les deux cas, nous sommes devenus des terroristes. J'ai entendu que mon grand-père avait été traité de terroriste, et aujourd'hui, nous sommes, nous, simples citoyens qui défendons l'environnement, des éco-terroristes. La première fois que j'ai entendu le mot éco-terroriste, c'était en Argentine, par des mères de famille qui avaient perdu leurs enfants suite à des épandages de Roundup aériens qui passaient au-dessus des écoles. Je ne pensais pas qu'un jour, un politique en France oserait employer le même terme, et pourtant Darmanin ne se gêne pas pour nous traiter d'éco-terroristes. La vraie solution, c'est nous. Pourquoi je dis ça ? 15 ans de combat contre Monsanto, certes, on les a fait condamner. Certes, c'était la première fois dans le monde parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas été condamnés. Il faut bien le préciser, ce sont à chaque fois des accords qui ont été passés avec les victimes. Je pense à Dwayne Johnson, tout le monde connaît sous le nom du jardinier californien. Ce n'a pas été une victoire. Monsanto n'a pas été condamné. Le droit américain permet de stopper les procédures. Il a été indemnisé, et tant mieux pour lui. Je l'ai rencontré. Tant mieux pour lui. Car comme je lui ai dit, si tu continues à te battre, tu vas tout perdre, ta santé, tu n'auras rien au bout. Alors qu'il l'a fait uniquement pour protéger sa famille. Et tant mieux pour lui s'il a obtenu des indemnisations. Alors qu'en France, 15 ans de combat, Monsanto reconnu coupable, c'est 11 000 € de dommages et intérêts. Alors, si je dis que c'est nous, tous ensemble, qui avons le pouvoir, je peux témoigner à travers mon combat que c'est les citoyens qui m'ont permis de gagner. Gagner en m'aidant à comprendre que ma ferme, même si elle était grande, pouvait devenir une ferme en bio, même sur 240 hectares, et que c'était ça, peut-être, la vraie victoire. Parce que prouver à ces firmes qu'on peut se passer de leurs produits, c'est la plus grande condamnation. Et si les citoyens n'avaient pas été là, pour m'aider financièrement, pour compenser les pertes que l'on a subies, à travers les fonds que l'on a mis, les fonds participatifs que l'on a mis sur Internet, toutes ces sommes, et je pense surtout à ceux qui ont donné des petites sommes, 5 €, 10 €, cela nous a permis de montrer que tous ensemble, on était plus fort que l'État, qu'on pouvait être plus rapide que la justice, et c'est grâce à nous tous que demain, il y aura une agriculture sans pesticides qui ne sera plus dépendante des grandes firmes, des financiers, et qu'on nourrira cette planète de façon humble. J'ai la chance d'avoir 3 neveux qui sont nés au Chili. Vous pouvez passer le collègue. J'ai la chance d'avoir aussi beaucoup voyagé. S'il y a un bien commun dans le monde, c'est la nourriture. Certains avaient compris qu'avoir un conseiller de Kennedy, je crois que c'était Kissinger, lui avait dit plus que la bombe atomique, c'est la nourriture. Il faut avoir la main sur l'alimentation. C'est ce qui sera le pouvoir demain. Ce bien commun qui est international, nous devons le protéger. Et il ne concerne pas les pauvres, les riches, il nous concerne nous, tous citoyens. Ce n'est plus une question de politique, c'est une question de bon sens. Alors ce bien commun, continuons de nous battre pour le conserver et garder notre indépendance. Merci de m'avoir écouté. Accueillons maintenant Pinar Selek. Depuis un quart de siècle, l'infatigable
intellectuelle, militante féministe et défenseur des droits humains et des minorités, est réfugiée en France pour échapper à l'acharnement judiciaire qui la cible en Turquie, son pays d'origine. Une nouvelle audience est prévue à Istanbul en septembre. Il est important de montrer au pouvoir turc que même au bout de 25 ans, nous ne lâcherons rien. La liberté est une nécessité, la solidarité un impératif, la justice une exigence. Son comité de soutien est aussi présent si vous voulez échanger avec eux à l'issue, ils sont là, de ces paroles. Bonjour. Merci de me faire partie de cette émotion. Vous sentez la force? Moi aussi, je le sens très fort, mais je peux dire que je suis dans une période, une des plus difficiles de mon combat. De mon combat contre l'État fasciste, contre l'État turc fasciste. Et cet État veut m'anéantir depuis 25 ans. J'ai résisté malgré la torture, la prison, l'exil, etc., etc. Et maintenant, il insiste pour mon extradition et ces hommes paramilitaires qui ont déjà tué les Kurdes à Paris et ailleurs et attaqué les Arméniens partout en France, me menacent, m'encerclent et essayent de réduire mon espace quotidien. Parce que vous savez bien que les grandes puissances qui sont responsables des grands malheurs dans la planète, parce que les grandes puissances les laissent faire. Il n'y a aucun loup gris c'est la fasciste turque, est en prison en France. Mais beaucoup de Kurdes qui sont en prison en France. Parce que les grandes puissances les laissent faire, comme je dis. Parce que les loups gris, fascistes turcs, sont libres en France. Parce que les assassins des Kurdes à Paris ne sont pas arrêtés, des vrais assassins. Parce que la solidarité de mes chers camarades est limitée. Parce que l'élite transnationale ne sont pas prioritaires. Et l'État turc, fasciste, comme d'autres États, est conscient de ça. Je vous demande de participer avec moi à ce combat. Combat d'une sorcière contre un État fasciste qui, aujourd'hui, avec Azerbaïdjan et d'autres alliances comme Qatar et d'autres, est en train de massacrer les Kurdes, les Arméniens et qui recrée une force néoconservateur, néofasciste dans les régions. Et je suis un tout petit point dans ce grand tableau, dans les régions. Je parle au nom des centaines de milliers de prisonniers politiques en Turquie maintenant. La plupart sont les Kurdes. Centaines de milliers de prisonniers politiques. À peu près 200 milliers. Je vous demande, s'il vous plaît, maintenant, de ne pas m'applaudir quand je finis mon parole. S'il vous plaît. Je voulais juste qu'on s'arrête et on réfléchit une minute. Parce que moi, je veux vous proposer quelque chose. En France, il se passe des choses très intéressantes, très fortes, et partout dans le monde aussi. C'est bien de penser global
et agir local et global. Pas seulement local, aussi global. Vous savez, je vous demande de ne pas m'applaudir parce que nous avons applaudi les femmes iraniennes. Elles meurent. On ne s'est pas déplacé, on ne s'est pas mouillé, on ne s'est pas dérangé les consulats, des ambassadeurs, on ne s'est pas allé tout droit. On a applaudi. Il ne faut pas applaudir parce que ça fait mourir. On a applaudi les Kurdes, des femmes kurdes surtout. Et aujourd'hui, j'ai vu le matin, 12 sont morts hier soir sous les bombes de l'État turc. Ne m'applaudissez pas, s'il vous plaît. Et vous savez peut-être que je suis très active dans plusieurs luttes en France. Et je vous demande de partager ce combat que je mène aussi contre le fascisme turc. Merci beaucoup. Julien Leguet est l'un des porte-parole du collectif Bassine Non Merci, qui milite contre le projet... contre le projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres et ailleurs. Le mouvement est, avec la Confédération paysanne et les soulèvements de la terre, à l'origine de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline qui a donné lieu aux violents affrontements qu'on connaît. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Ouais, comment? Ouais, on va le dire. Non, pas on y vient. Marie Chihuahua, Marie Chihuahua, Marie Chihuahua, 10 fois nous vaincrons. On va peut-être essayer d'apporter un petit peu de légèreté, prendre un petit peu de hauteur. J'ai été un mauvais élève, hein, j'ai rien écrit, plein de choses, et puis on va y aller comme ça. Et puis déjà, faire un hommage aux copains Antifa des Deux-Sèvres qui sont très très contents qu'un chamois niortais puisse s'élever jusqu'ici. Petite dédicace aux copains de Mel qui se battent contre les bassines et qui nous ont accueillis lors de la bataille de Sainte-Soline. Et ce petit canard, il se balade partout pour dire que vous nous accueillez, on vous accueille, on vous en remercie de venir nous aider à chaque fois comme ça. Quand on reçoit toute cette énergie comme on l'a reçue à Sainte-Soline le 25 mars, ben on est redevable de quelque chose et on comprend pleinement ce que représente la force, l'union, la solidarité, la convergence des luttes. Voilà, ensemble on vaincra. Alors, j'ai quand même écrit des trucs. Ce que ça signifie, pour moi, de monter ici, de répondre à l'invitation des camarades, de Gilles, de Marion, de tous ces bénévoles qui s'activent et qui rendent ces conditions possibles. J'ai eu l'occasion d'entendre parler des glières à l'école, un petit peu, trop peu. J'ai eu l'occasion d'entendre parler des glières quand j'ai appris que le Sarko, il voulait venir ici avec un hélico et puis venir à la fois faire la double arnaque de broyer un héritage, qui est celui du programme du CNR, tout en voulant hériter de la moralité du CNR. Et donc, on est là, et il est plus là. Et sa place, elle est en prison. Ça fait penser à Stéphane Hessel, bien sûr. Et puis ça fait penser qu'il y a 80 ans, il y a 6000 monstres. Et dans ces 6000 monstres, il y avait 2000 Français d'un corps qu'on a appelé milice, hein, mais qui est par la suite devenu la gendarmerie mobile. Les mêmes barbares qui, le 25 mars, où pour défendre un cratère, ont lancé 5000 bombes sur le peuple de l'eau. Alors, le plateau des Glières, c'est devenu déjà il y a 2 ans pour nous, les camarades de Notre-Dame-des-Landes aussi, et de Bassine Non Merci, un lieu de pèlerinage où à chaque fois qu'on passe ici, on désobéit. On vient mettre une affiche sur un lieu de mémoire
Voilà. Et à chaque fois qu'on passe. Voilà. Et donc, quand Gilles il a passé un coup de fil, on a dit bah ouais, Banco, on ne peut que venir. Et on reviendra. Puis on vous invite à venir nous voir. Le plus dur, c'est de tenir les 10 minutes, de ne pas être trop long. Alors après, puisqu'il fallait un peu parler de soi et tout ça, mais bon, c'est pas trop intéressant. Mais quand même, il y avait une forme d'obligation de venir parce que dans le collectif, on est quelques-uns à avoir la fonction de porte-parole. Et puis voilà, là je suis en mission de porte-parole là. Et c'est une mission qui, un peu comme tous les camarades qui ont parlé, c'est une mission qui expose. C'est une mission qui fait qu'on, surtout quand on est des collectifs et puis qu'on fait en sorte de pas un peu comme le soulèvement de la Terre, se donner le bâton pour se faire battre en créant des assos, etc. Où d'ailleurs il y a toutes les mesures de rétorsion. Évidemment que Darmanin et sa bande, ils n'ont qu'une solution, c'est de taper sur les têtes qui dépassent. Et donc voilà, ça nous expose à notamment Angélique, elle a 5 ans d'avance, mais je crois qu'on est toute une bardée dans le Marais à suivre le même parcours juridique dans les mois, enfin c'est déjà enclenché, mais ça nous pend au nez, quoi. Alors, quand on porte la parole et puis qu'on monte, je l'ai dit, il faut remercier les gens qui créent les conditions pour faire ça. Il y a une mission qui est de témoigner, et je vais vous donner des nouvelles de Sainte-Soline, et puis de la suite, évidemment. Et puis il y a un truc qui est incroyable et que j'avais largement sous-estimé, mais voilà, quand on voit le casting aussi, on se dit mais il faut venir, tellement de gens merveilleux à rencontrer, tous ceux qu'on parlait, et puis tous ceux que vous êtes qui parlent, on se rend compte, mais les poils quoi. Pinard, voilà. Angélique, waouh. Julie, elle est hydrogéologue, elle se bat pour l'eau en Palestine, alors évidemment ça va être une alliée pour la suite, Julie. T'es là, on va se revoir et se revoir et avec toi on va vaincre, c'est sûr. Et puis avec toi on va monter les accords d'Oslo. Et après, je vais m'arrêter là sur ce qui est un petit peu du truc personnel, parce que en fait, quand on sent, faut être conscient que quand on en est à ces trucs de porte-parole là, c'est qu'il y a des trucs qu'on a loupés. C'est qu'il y a tout le monde médiatique, etc., qui font fonctionner comme ça, mais en fait, c'est pas juste, parce qu'on est des collectifs. Et donc, c'est pour ça que les soulèvements de la Terre, ils n'ont pas de porte-parole identifié comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle les naturalistes des terres. Maintenant, les porte-paroles, c'est des animaux. C'est des camarades qui portent des masques d'animaux, et ça me fait penser au sous-commandant Marcos, ils portent la cagoule. Voilà, et donc voilà, ça expose, etc. Et en fait, c'est pas parfait, il faut réussir à dépasser ça et à réussir à pas personnifier les combats. Et voilà, donc je vous remercie vraiment de tous les témoignages que vous avez pu m'accorder depuis hier, etc. Ça fait chaud au cœur. Et ces témoignages d'amitié et de soutien, etc., j'ai qu'une envie, c'est de rester dans le Marais et de les repartager. Voilà, cool, merci à tous. C'est pas fini, largement pas, mais je vais m'accélérer. J'avais promis qu'on allait désobéir, alors c'est une première désobéissance, mais j'ai vu que le camarade Mapuche l'avait fait. Il y a un préfet qui dit qu'ici, par respect pour la mémoire, on met pas d'affiche, quoi. Et on peut atterrir avec un hélico. Non, franchement, n'importe quoi. Puis quand il y a les fachos qui viendront avec leur croix celtique, etc., le préfet il fera rien, non mais oh. Et donc, désobéissance, donc je voulais apporter tout mon soutien à travers vous aux camarades des soulèvements de la Terre. Camarades des soulèvements de la Terre, dont vous le savez, l'ignomineux Darmanin essaye d'obtenir vainement la dissolution. Et comme Borne semble lui dire maintenant, mais Gérard, on ne peut pas dissoudre un mouvement, on ne peut pas dissoudre une idée. Non, c'est pas Gérald, c'est pas Bernard, c'est pas Elisabeth qui a dit ça, c'est Monsieur Descola. Et donc, ouais, on parle pas dans un carnet, n'importe quoi. On dit que c'est à mettre un peu de légèreté, mais... Paul l'a dit tout à l'heure, quand il y a un salopard comme Darmanin qui ose nous insulter, nous traiter d'éco-terroristes, et que le soir de Sainte-Soline, sa première réaction à 18h dans les médias, c'est de revendiquer l'attentat, l'utilisation de 4000, la vérité c'est 5000, bombes, armes de guerre, GM2L, tirs tendus, LBD, canons, la totale, une opération militaire comme on n'avait pas vu en France depuis longtemps, utilisée contre le peuple de l'eau, la honte. Et je crois que dans ce contexte-là, en fait, je me demande si, shocking, si le mot de résistance, il n'est pas insuffisant. J'entends dans résistance, je vais me justifier, le fait qu'on résiste, on fait face, mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut
passer à l'offensive, il ne suffit pas de résister. Alors il veut nous dissoudre, on va prendre racine. Une réponse qu'on vous encourage à faire, c'est que suite à la menace de dissolution, il y a eu un appel à créer des collectifs locaux. 180 collectifs locaux aujourd'hui sont en place, il y en a forcément un près de chez vous. Et c'est des lieux que je vous invite à rejoindre parce que c'est des lieux de large convergence, c'est des lieux où on vient avec nos drapeaux ou pas, qu'on fasse partie d'une tribu ou pas, et on essaye de repenser la manière d'agir ensemble, on essaye de dépasser, de faire en sorte que nos cultures et nos manières d'agir soient des atouts plutôt que des éléments de différenciation. Et à travers les luttes comme on les porte avec les camarades des soulèvements de la terre, avec la Confédération paysanne, avec les antifas, avec les syndicats, avec Sud, avec la CGT, avec les partis, etc., etc., on apprend à faire ensemble et on apprend de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ces luttes, nous devons les gagner et nous n'avons pas le choix. Face à nous, nos oppresseurs ont des stratégies qui sont internationales. Les oppresseurs ne s'embarrassent pas de leur petit distinguo et de savoir où est-ce qu'il vaut mieux placer son argent. Ils font corps. Et ils sont barbares, et nous, face à ça, nous devons être unis. Et je vous dis vraiment, arrêtez de se dire, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il y en a qui ont le courage d'agir comme ça. Je veux le dire de manière assez claire, les Black Blocs ne sont pas des casseurs. Les Black Blocs sont les garants de nos libertés de manifester aujourd'hui. C'est eux qui ont le courage d'aller au-devant de la milice darmanienne et de faire en sorte que nous, citoyens peut-être pas aussi capables d'aller au-devant, nous puissions simplement marcher là où nous habitons, marcher pour défendre l'eau, marcher pour dénoncer au niveau international le scandale incroyable que peut représenter une putain de méga-bassine. J'ai dit un gros mot. Et j'en arrive, je vous avais promis que je vous donnerais des nouvelles. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. Les camarades, les 200 camarades qui ont été mutilés, dont les 3 camarades, Nico, Esther, Serge, sont sortis du coma et entament aujourd'hui le long chemin de la reconstruction. Ils auront besoin de nous, mais ils auront une vie après Sainte-Soline. Elle sera belle, elle sera déterminée. Ils sont debout. Et avec eux, tous les camarades qui ont pris ces multiples éclats qu'on a vu boiter. Un à un, ils remarchent droit, ils remarchent debout. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. À côté de ça, le cancer bassine continue à étaler ses métastases à travers le territoire, à travers la France, mais aussi à travers tous les autres pays qui n'attendent que de voir ce que donnera le résultat de la bataille de Sainte-Soline. Ils sont tous sur les starting blocks. Limagrin, pas très loin d'ici, enfin sur le chemin, entre ici est prêt à faire 2 méga-bassines de 1 million de mètres cubes. Un truc énorme pour faire la semence de maïs. La maïs enfin voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Ils sont prêts, et d'où l'importance de mener tous ensemble ces ultimes batailles qui s'annoncent. Sur Sainte-Soline, la prochaine bataille, c'est la bataille du plastique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui rend intolérable aussi ces bassines, c'est que c'est des océans de plastique. Il y a là 160 000 mètres carrés d'un plastique épais de chambre à air qu'ils veulent étaler pour artificialiser nos sols et capter l'eau. Donc ça, on ne va pas laisser faire. Et donc on va vous inviter à nous rejoindre pour ces batailles-là. Et puis, également, je vais vous donner des nouvelles des camarades qui sont opprimés, des camarades qui ont fait l'objet d'agressions. Mon neveu Valentin, qui s'est fait agresser à son domicile il y a 4 mois de ça. Certainement, on en recoupera avec Paul par les mêmes salopards qui sont venus l'agresser à son domicile, parce qu'en fait, ils sont à moins de 30 km et j'ai juste tilté aujourd'hui. Il fallait que je vienne au plateau des Glières pour me rendre compte de ça. Donc merci de l'invitation. Merci Paul, on va en discuter évidemment. Également de Patrick Picot et de sa femme qui se sont vus déverser des tombereaux de fumier et de pneus et caillasser leur maison, au vu aussi de la police qui était au courant de l'opération et qui n'a pas bougé le petit doigt. De Morgane Large, cette courageuse journaliste qui une nouvelle fois s'est fait déboulonner sa bagnole. On a une nouvelle fois des fous ont menacé de tuer. Et de vous dire, parce que ça fait partie aussi des news, c'est que la gendarmerie ne bouge pas le petit doigt, les plaintes ne sont pas instruites. Et autant sur nos comptes, les camarades, les 11 camarades inculpés, les 4 qui venons là au mois de septembre, on est 4 à être, j'allais dire condamnés, non, on va d'abord être jugés au mois de septembre, des heures et des heures, des millions, des milliers de pages pour nous surveiller, pour nous épier, pour mettre des caméras à nos habitats, des GPS, etc. Vraiment comme si nous étions des terroristes. Et en face de ça, quand la violence est là, quand elle est d'extrême droite, eh bien toutes les complicités d'extrême droite s'expriment à plein et les plaintes ne sont pas instruites.
cette information. Alors la lutte, elle continue. Évidemment que, je vous avais dit, on ne peut pas perdre ces batailles-là. C'est des batailles qui sont vitales. Les batailles pour la conservation du CNR et de tout ce qui a fait notre tissu social et notre solidarité, elles doivent être maintenues au même titre qu'aujourd'hui. La bataille pour la sauvegarde de notre espèce et des espèces doit être une priorité absolue. Ce matin, le Béchu annonçait que le scénario le plus crédible, c'était plus 4 degrés, en 2100. Donc ça y est, ils le disent. Ils ont fait beaucoup de chemin en 4 mois, puisque je vous rappelle que Macron disait encore pour le réveillon, mais qui aurait pu imaginer? Ouais. Quand je pense que... j'allais parler de Macron, mais aucun intérêt. Et donc, vous vous en doutez, vous le savez, on le sait tous, il y a un été qui s'annonce effroyable. Le plus chaud qui soit, le plus significatif en termes de sécheresse. Et donc on sait que d'une manière ou d'une autre, il y a des actions qui vont être menées partout en France. Et donc les peuples de l'eau, dans lesquels nous sommes, et je ne vais pas mentir que je participe activement à échafauder ce genre de sympathiques invitations, nous allons lancer un appel 100 jours pour les sécher, 100 jours pour les submerger, 100 jours pour les inonder. Ça commence à partir, vous aurez les nouvelles début juin, jusqu'au 28 septembre, jusqu'à après les procès. Et là, ça va être 100 jours de créativité qu'on espère voir fleurir partout en France pour venir contrer l'ignoble, l'insignifiant plan haut de Macron qui veut nous faire croire que c'est en mettant des bains moussants, des bouchons moussants dans les collectivités qu'on va résoudre le problème. Et alors qu'en face de ça, Fesneau annonçait au congrès de la FNSEA qu'on ne demanderait aucun effort au principal secteur consommateur qui est le maïs en France, qui consomme 25% de l'intégralité de l'eau douce, et de l'agriculture en général, irrigante et principalement pour l'agro-industrie, qui consomme 50% de l'eau douce. Et donc on ne leur demanderait pas d'efforts, on ne demanderait pas non plus d'efforts aux bourgeois pour remplir la piscine, on ne demanderait pas non plus d'efforts, on pourrait continuer à arroser des stades de foot, à arroser des stades de golf. Donc voilà, vous avez bien compris l'esprit. Donc et en fait, on donnera quelques pistes si vous manquez de créativité, mais on sait que vous n'en manquerez pas. Moi je sais pas, des poissons morts dans les piscines, pourquoi pas. À l'époque, dans les années 70, il y avait, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais il y avait un groupe d'activistes dont le truc était de laisser des étrons dans les piscines à Bourgeois. Bon, voilà, un peu de légèreté, prenons la hauteur, c'est peut-être l'ivresse des cimes, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et donc, j'en suis sur la fin, et désolé si je déborde, mais j'avais annoncé que j'allais désobéir et déborder. Nous allons également annoncer, je vous annonce là, ça je suis habilité à le faire, une grande marche en vélo, en tracteur, un grand convoi qui partira de Sainte-Soline le 19 août pour aller jusqu'à la maison mère de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et le 24 août, c'est une grande baignade certainement à côté de Paris, on va vous dire tout ça, et il semblerait qu'il y ait des convois des montagnes qui descendent. Alors c'est facile, ça descend. Et pour finir, il y a une autre proposition de désobéissance, et qui n'est pas une désobéissance par absence de respect, mais c'est une désobéissance à scander ensemble, si vous le voulez bien, 2 slogans. Est-ce que vous êtes partants? C'est le slogan des soulèvements. Debout, la terre, soulève-toi! 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 Merci. De toute façon, on m'avait dit 10 minutes, émotion, frisson compris. Bon, je déborde, ce sera 10 minutes, 15 minutes, slogan compris, désolé. Et c'est fini. Une dernière demande, s'il vous plaît. Pour les peuples de l'eau que nous sommes, pour les peuples de boue, dans la boue, de Sainte-Soline, et pour les peuples debout que nous étions et que nous resterons, parce que c'est la lutte, elle nous aide à ça, à nous tenir debout et à être pleinement des hommes et des femmes. Pour les camarades qui sont restés au fin fond des marais,
Si seulement on pouvait faire le plus gros Noba Saran et faire écho et espérer leur envoyer toutes ces ondes aux camarades qui se retapent, aux camarades qui ont besoin de tout soutien. Merci à vous. Noba Saran! Noba Saran! Marichihueu! Marichihueu! Marichihueu!